Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. 2021, une année qui devrait être importante pour l'Afrique et l'Europe. Le prochain sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne se tiendra cette année. L'occasion pour les deux continents de renforcer leurs relations diplomatiques. Hausse de la production de manganèse au Gabon. À la fin septembre 2020, la production a atteint 6 millions de tonnes. Et enfin, l'Égypte obtient un prêt de la Banque européenne d'investissement. Plus d'1 milliard d'euros seront injectés dans des projets de transport urbain. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, jour de vote en Ouganda. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce 14 janvier au matin, où quelques 18 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour un double scrutin électoral, l'élection présidentielle et législative. 11 candidats sont en lice pour la course au fauteuil présidentiel, mais les regards seront surtout tournés vers deux d'entre eux. L'actuel président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, et son principal rival Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine. Rappelons que la campagne électorale avait été marquée par de nombreuses violences, d'où la décision du gouvernement de déployer pour ce double scrutin un important dispositif de sécurité. L'année 2021 sera l'occasion pour l'Afrique et l'Europe de renforcer leurs relations diplomatiques. Si selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'Afrique est, je cite, la partenaire toute désignée de l'Union européenne, certains experts estiment que pour autant leurs relations ne sont pas égalitaires. Les deux continents devraient ainsi redéfinir leurs priorités lors du prochain sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine prévu pour 2021. Ange Bijou-Nomenio. L'Afrique, c'est l'avenir, n'ont pas cessé de clamer plusieurs dirigeants européens au cours de ces dernières années. Cette attention particulière au continent a finalement été matérialisée par la signature de plusieurs accords de coopération, notamment dans le domaine du commerce, du développement et de la sécurité, pour ne citer que ceux-là. Une attention particulière dont les principales bases ont été structurées durant la période coloniale. C'est une relation de destin partagé. Il y a en Afrique d'énormes potentialités. Il y a aussi, pour ce milieu de ce siècle, 1 milliard de jeunes Africains à intégrer aux questions de développement. Donc il y a des enjeux majeurs. Ces enjeux sont des enjeux euro-africains, sont des enjeux internationaux. Mais l'Europe n'est pas innocente de ce qui se passe en Afrique et l'Europe n'est pas indifférente à l'avenir de l'Afrique, forcément. Si l'Afrique et l'Europe ont toujours eu des relations assez étroites, il n'en demeure pas moins qu'il faut refonder cette relation. Pour de nombreux spécialistes, la coopération entre les deux continents n'a pas encore atteint un niveau acceptable d'égalité. L'accent doit être surtout mis au niveau des jeunes qui aujourd'hui représentent près de 60% de la population africaine. Ce qui est très important, c'est de travailler ensemble sur une forme d'abord de leadership des jeunes pour permettre à la jeune génération africaine de prendre ses responsabilités dans le développement de l'Afrique. Et donc, il est très important que les jeunes Européens, les jeunes Africains puissent construire des réseaux ensemble, bâtir des projets communs et faire en sorte qu'ils aient des organisations partagées pour construire des projets qui les rassemblent. Le prochain sommet Union européenne-Afrique aura lieu cette année 2021. Il a été reporté l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19. Ce sommet devra permettre aux deux continents d'accorder leur violon sur un certain nombre de sujets politiques, économiques et sociaux, alors que l'Afrique procède à d'importantes mutations en interne et s'est ouverte depuis quelques années à de nouveaux partenaires. L'actualité, c'est également cette attaque meurtrière au Mali. Ce 13 janvier, 3 soldats ivoiriens de la MINUSMA sont décédés à la suite d'une attaque djihadiste perpétrée dans la région de Tombouctou. L'offensive, qui a également fait plusieurs blessés, est survenue lors d'une opération de sécurité, affirme la MINUSMA dans un communiqué dans lequel elle détaille que le convoi, je cite, a heurté des engins explosifs improvisés avant d'être la cible de tirs par des hommes armés non identifiés. De son côté, le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, Lassina Doumbia, évoque le déploiement de renforts aériens en vue de contrôler la zone et évacuer les blessés. Au Gabon, la filière manganèse résiste à la crise sanitaire. Selon la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, la production de manganèse a connu une hausse de 24,1%, une production qui atteignait à la fin septembre 2020 6 millions de tonnes. Samantha Saberou-Saboubanga.
Au Gabon, malgré la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, l'activité autour du manganèse se porte assez bien. La production et la vente de ce minerai ont connu une hausse de 24,1% pour s'établir à 6 millions de tonnes à fin septembre 2020. Une performance rendue possible grâce aux bonnes réalisations sur les différents gisements. Au terme de cette période, ce sont 5,9 millions de tonnes de manganèse qui ont été vendues contre 4,3 millions de tonnes au cours des 9 premiers mois 2019 pour 5,9 millions de tonnes exportées. La meilleure des choses que le Gabon puisse faire pour maintenir le cap, c'est de ne surtout pas vendre ni du manganèse brut, ni du manganèse simplement transformé au premier ou au deuxième degré. Il faut vendre des produits composés de manganèse, aller le plus loin possible dans la transformation et la composition. C'est ce qui peut permettre que ce pays devienne stratégiquement important en ce qui concerne la matière, mais également qu'il puisse être en mesure de gagner de l'argent. Ces performances ont impacté positivement le secteur des mines gabonais avec une hausse de 2,8% du chiffre d'affaires à 577,6 milliards de francs CFA, malgré le repli des cours mondiaux du minerai de manganèse de 31,3% en moyenne sur les 9 premiers mois de l'année 2020. L'augmentation de plus de 20% de la production de manganèse au Gabon est une excellente chose. Encore une fois, vous savez, un pourcentage est une donnée relative. Il faut la convertir en absolu pour savoir effectivement en termes d'argent combien cela représente pour que vous soyez en mesure de dire effectivement quel est son impact sur la croissance économique. De toute façon, elle est évidente, c'est sa taille qui compte en ce moment en ce qui concerne la manière de la mesurer. Pour l'année 2021, la production de ce minerai devrait continuer de croître. Le Gabon vise une capacité de production de 7 millions de tonnes de minerai de manganèse d'ici 2022. Notons que les entreprises du secteur ont employé 1981 personnes à fin mars 2020. 1,128 milliards d'euros, c'est le prêt avancé par la Banque européenne d'investissement en faveur de l'Égypte. Un appui financier dédié à différents projets de transport urbain, dont celui de la réhabilitation de la ligne 2 du métro du Caire. Lorita Simbou. La Banque européenne d'investissement BEI et la République arabe d'Égypte ont signé un accord de 1,128 milliards d'euros pour soutenir les investissements dans la réhabilitation et l'expansion des systèmes de métro et des tramways à Alexandrie et au Caire. Ce financement de la BEI contribuera à accroître la disponibilité et à améliorer la qualité des systèmes de transport public dans les deux villes où vivent et travaillent 30 à 35% de la population du pays. Les lignes ferroviaires que le gouvernement égyptien s'apprête à installer entre Alexandrie et le Caire, de mon point de vue, vont venir densifier les échanges. Je suis convaincu que cela peut contribuer au moins à près de 1% pour ce qui est de l'augmentation de la croissance de l'économie égyptienne. Donc, c'est évident pour moi, installer des lignes de chemin de fer entre le Caire et Alexandrie va dans le sens de donner un peu plus de bouffée d'oxygène à l'économie égyptienne et par voie de conséquence assurer une croissance certaine de cette économie. Ce prêt d'argent va couvrir 3 projets ferroviaires d'Égypte. La conversion de la ligne des trains à Bouguir en ligne de métro d'une longueur de 22 km, la réhabilitation de l'extension de la ligne des tramways Al-Ham, longue de 13,8 km, et la réhabilitation de la ligne 2 du métro du Caire, qui fonctionne depuis 23 ans et nécessite une mise à niveau urgente de ses systèmes électriques et mécaniques. L'endettement d'un pays n'est pas redouté, c'est plutôt l'usage qui est fait de cet endettement. Si vous vous endettez et vous investissez, vous espérez récolter dans un horizon de temps relativement bref. On n'a pas à redouter le fait que l'Égypte s'endette, on devrait plutôt redouter et ne même pas envisager que l'Égypte s'endette pour aller célébrer des manifestations de joie. Or, l'Égypte s'endette plutôt pour investir. Et quand vous investissez, il y a un retour d'investissement qui vous permettent non seulement d'assurer le service de la dette, c'est-à-dire vous rembourser, mais en même temps, les revenus dégagés, générés par l'investissement que vous avez réalisé, vous permettent aussi de poursuivre une exploitation harmonieuse de votre activité. Notons que ce financement est contenu dans une enveloppe globale de 1,9 milliard d'euros approuvée par la BEI en juillet 2020 et dont 800 millions d'euros ont été consacrés au renforcement de la résilience des petites et moyennes entreprises face à la Covid-19. À ce jour, l'institution financière a déjà consenti des investissements d'une valeur de 10,6 milliards d'euros en Égypte.
Le sud de Madagascar, toujours confronté à une importante sécheresse, faute de pluies abondantes. Cette situation alarmante, qui devrait perdurer en 2021, suscite une vive inquiétude dans les rangs du programme alimentaire mondial. Selon l'agence onusienne, l'insécurité alimentaire guette plus d'1 million de personnes, soit environ, je cite, 35% de la population de la région. Plus de précisions dans ce sujet de Gladys Mamba. Un tiers de la population du sud de Madagascar, soit environ 1,4 million de personnes, auront besoin d'une aide alimentaire en 2021, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ce qui représente près du double du nombre de personnes qui en avaient besoin à la même période en 2020. Séquelles de 3 années consécutives de sécheresse, auxquelles sont venus s'ajouter cyclones, inondations et fortes récessions déclenchées par la pandémie de Covid-19. Nous avons encore des légumes. Quand je ne peux pas aller mendier dans le village voisin, nous devons creuser sans savoir si je trouverai quelque chose. Hier et aujourd'hui, je n'ai pas pu y aller car je suis très faible. Quand on ne trouve rien dans le sol, on boit l'eau de mer. C'est mauvais pour notre santé, mais nous n'avons pas le choix car nous n'aurons rien dans l'estomac. La part dédiée au secteur de la santé reste moindre à Madagascar. Elle représente environ 8% et les dépenses par habitant sont de $20 quand l'OMS en recommande 34. Dans un tel contexte, la situation concernant la malnutrition infantile au sud de la Grande Île est particulièrement préoccupante. 53% des enfants de moins de 5 ans présentent un retard de croissance, 42% souffrent d'insuffisance pondérale et 13% souffrent de malnutrition aiguë, selon le PAM. Le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire sévère ainsi que d'enfants souffrant de malnutrition augmente à mesure que nous parlons. Nous avons besoin de financement et nous avons besoin de ressources pour que le PAM puisse augmenter la réponse et réduire les capacités dans le grand sud de Madagascar. Le PAM fournit actuellement une aide alimentaire à près de 500 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire grave dans les 9 districts les plus difficiles du sud de Madagascar. L'agence onusienne espère obtenir 35 millions de dollars pour financer des vivres afin d'augmenter son assistance en vue d'aider près de 900 000 personnes d'ici juin 2021. Ils ne sont que pour le moment 2 candidats de taille à vouloir conquérir la présidence de la Confédération africaine de football. L'Ivoirien Jacques Anouma et le Sénégalais Augustin Senghor ont vu leur candidature être validée début janvier 2021 par la commission de gouvernance de l'instance. Leur vision, une CAF forte, conquérante et transformée. Victoria Zekli. Le 12 mars 2021, la Confédération africaine de football va élire un nouveau président. 2 candidatures ont pour l'instant été validées sur 5 par la commission de gouvernance de l'instance. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont en lice. Président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor souhaite opérer une refonte de la gouvernance de l'instance grâce à plus de 11 ans d'expérience auprès de la FIFA et de la CAF qu'il veut mettre à profit. Là où la CAF souffre véritablement, c'est au niveau de la gouvernance. Il y a tout le temps des problèmes d'argent qui traversent la maison. On a l'impression que quand chacun y vient avec ses méthodes parfois tordues. C'est quand même quelqu'un qui connaît bien le football africain. Et ne serait-ce que par son action à la tête de la Fédération sénégalaise de football, on voit que depuis son arrivée, il y a quand même beaucoup de choses positives qui se sont passées en termes de gouvernance du football sénégalais précisément. Servir le football africain. Tel est le projet phare porté par l'Ivoirien Jacques Anouma, qui mise sur un carnet d'adresses fourni et sur plus d'une vingtaine d'années passées au service du football africain. Ancien président de la Fédération ivoirienne de football et membre du comité exécutif de la FIFA, Jacques Anouma, aux multiples casquettes, veut développer une CAF forte et conquérante. Il a des atouts donc par rapport à la connaissance même du football au niveau africain et au niveau international. Et si Jacques Anouma est élu, je ne serai pas surpris parce qu'il a quand même une bonne palette de relations qui sont très utiles. Il a quand même apporté du sang neuf. On se rappelle quand même de la grande équipe de Côte d'Ivoire avec les Didier Drogba et autres. Ensuite, il y a le fait aussi qu'il était apparu un peu comme la victime idéale du système Ayatou. 2 autres candidatures ont également été jugées recevables. Leur audition est prévue pour le 28 janvier. Il s'agit d'Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, et du Sud-Africain Patrice Motsepe, président du club Mamelodi Sundowns. La candidature du président sortant de la CAF, Ahmad Ahmad, est déclarée inéligible. En novembre 2020, il a été suspendu pour 5 ans par la FIFA. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.